La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupry. Bienvenue sur Radio Présence, à l'écoute de la mêlée de l'info pour ce premier numéro de 2026. Je vous souhaite à tous, fidèles auditeurs de cette émission, ainsi que ceux qui la découvrent, une très bonne année. Aujourd'hui, deux invités pour débattre de l'actualité nationale. Je salue Marie-Christine Monnoyer, universitaire, membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse. Et je salue Philippe Foreau, historien, universitaire, producteur de l'émission Les Fenêtres de l'Histoire sur Radio Présence. Bienvenue également et mes meilleurs vœux à tous les deux pour 2026, une année qui s'annonce cependant mouvementée et qui s'ouvre d'emblée sur de fortes tensions internationales. Après l'intervention américaine au Venezuela et la capture de Nicolás Maduro, les réactions ont été bien sûr immédiates dans le monde entier et en particulier parmi les chefs d'État et leaders politiques européens. En France, celle d'Emmanuel Macron s'est faite en deux temps. Le président français ne condamnant pas d'abord l'enlèvement du président vénézuélien, il a dit prendre acte de la fin de la dictature Maduro, ce sont ses mots, dont le peuple vénézuélien ne peut que se réjouir, ce sont encore ses mots. 2 jours plus tard, le chef de l'État affirmait, lundi, lors du Conseil des ministres, que la méthode employée par les États-Unis pour enlever Nicolás Maduro n'était ni soutenue ni approuvée par la France et que nous défendons le droit international et la liberté des peuples. Qu'avez-vous pensé de la réaction et des déclarations successives du président français après la capture de son homologue vénézuélien par les Américains? Est-ce qu'elles vous ont semblé justes, équilibrées, claires et cohérentes? Marie-Christine Monnoyer. Alors d'abord, moi j'ai envie de commencer par l'espèce de sidération qui nous a pris, qui nous a accablés lorsque nous avons entendu sur les différentes radios le fait que Nicolás Maduro avait été extradé de son pays d'une façon très impressionnante, très violente et en laissant des morts derrière. Alors, évidemment, avec une telle violence, on pouvait imaginer que le président de la République française manifeste une réaction forte à cet événement. Cela n'a pas été. Et personnellement, je me suis demandé pourquoi. Qu'est-ce qui faisait qu'il n'y avait pas cette relation forte et qu'au fond, quelques jours plus tard, à l'occasion du Conseil des ministres, comme vous venez de le dire, au fond, il montait un peu en puissance, mais pas beaucoup. Donc, comment est-ce que ceci est possible? Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, nous sommes sidérés et nous n'aurions pas dû l'être parce que nous aurions dû étudier plus avant ce qui pouvait se passer dans ce pays. Et je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron n'a pas été plus virulent, mais je crois que c'est ce qui est le plus intéressant. Parce qu'au fond, extrader, sortir de son pays quelqu'un qui a été malgré tout élu, même s'il n'a pas été élu avec une grande marge, 51%, c'est pas beaucoup, non reconnu par plein de pays, par la plupart des pays, c'est évident. Donc, le résultat de cette élection avait été quand même sujet à caution. Le résultat est complètement sujet à caution. On peut rappeler aussi que lorsqu'on a posé la question à la Cour de cassation, en France, est-ce que lorsqu'un président n'est pas reconnu par les autres pays, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas droit à l'immunité diplomatique? La Cour de cassation a dit il a toujours droit à l'immunité diplomatique. Donc ça n'aurait pas dû avoir lieu. Mais en fait, on est dans une situation géopolitique qui n'est plus la même que celle d'il y a 10 ans ou que celle d'il y a 5 ans. Maintenant, on est... Moi, un historien, et je suppose que mon voisin de table le connaît bien, on est dans une situation du capitalisme de la finitude. Et dans ce capitalisme de la finitude, la seule chose qui compte, c'est de récupérer tout ce que l'on peut pour pouvoir diriger, s'approprier, survivre, enfin on peut utiliser tous les mots, et on est dans ce cas-là. Et le président des États-Unis, eh bien, il se place dans ces conditions.
Alors, ce qui me semble comme question la plus intéressante, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant et comment l'Europe va-t-elle, la France d'une part, mais en fait l'ensemble des pays, parce que pour moi, le Venezuela n'est pas un accident. C'est une première étape. Et donc, je suppose j'espère que ça phosphore un petit peu partout pour savoir comment nous, les Européens, nous allons réagir vis-à-vis de quelque chose qui nous paraît absolument hors norme, absolument contraire au droit international, absolument contraire aux usages. Comment est-ce que nous allons nous situer dans ce contexte-là ? Philippe Foreau, monsieur l'historien, qu'est-ce que vous en dites de cette situation ? Et tout d'abord, je reviens à ma question, à la façon dont Emmanuel Macron a réagi. Encore une fois, en 2 temps. Oui, alors, je voudrais faire peut-être une remarque préalable. C'est que des fois, il faut méditer sur effectivement l'événement lui-même, c'est-à-dire la réaction en 2 temps. Et il y a un de nos grands maîtres pour les historiens, Fernand Braudel, qui aurait parlé à cette occasion du clignement de paupières de Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand Braudel parlait de cela ? C'est-à-dire que c'est l'écume des jours. C'est-à-dire que réfléchir sur une réaction retardée de 24 heures, 48 heures, etc., à l'échelle de l'histoire, ça ne va rien représenter. Et que ce qui est sans doute beaucoup plus important, c'est effectivement l'après ou le déploiement des États-Unis. Mais alors, je vais quand même essayer de répondre à votre question, Éric. Qu'est-ce qui expliquerait le côté retard d'Emmanuel Macron de 24 heures. 48 même. Ou 48, oui. Je me demande si ce n'est pas lié à la question ukrainienne. Oui, bien sûr. On va y venir, bien sûr. C'est une hypothèse. Allez-y. Parce que il préparait la fameuse rencontre de l'Élysée. Oui. Où, ce qui a surpris certains observateurs, Washington envoyait les 2 émissaires habituels qui traitent normalement du problème ukrainien. Et je me demande, mais encore une fois, c'est une hypothèse parce que je n'ai aucun lien particulier avec l'Élysée, s'il ne voulait pas ne pas braquer Washington sur cette question. Et qu'il a fait peut-être le choix de ne pas surréagir effectivement sur la question Maduro et l'intervention D'ailleurs, américaine. Donald Trump a salué la réaction mesurée d'Emmanuel Macron. Oui, oui. Et parce qu'il avait besoin, dans la question ukrainienne, que les 2 émissaires américains viennent à l'Élysée pour finalement trouver une question de consensus avec non seulement les représentants américains, mais également le Premier ministre britannique, le chancelier allemand, la présidente du Conseil italien. Je pense que ça a dû peser. Peut-être aussi qu'il avait, je dirais, l'esprit ailleurs sur la question agricole, parce qu'en ce moment, quand même, c'est plutôt ça qui concerne la scène nationale. Les nuages tendent plutôt à s'amonceler. Donc voilà ma réaction. Mais encore une fois, c'est plus une hypothèse qu'une certitude. Oui, alors Mais il me semble cette hypothèse, elle est intéressante parce que surtout au regard de ce qui s'est passé justement à la réunion à l'Élysée, où on peut considérer que cette réunion a été intéressante, a été pleine d'avancées. Or, dans les réactions classiques venant des États-Unis, on sait que ça peut aller à la vitesse d'une balle de ping-pong, quoi. Et au fond, peut-être que bien lui en a pris de ne pas réagir aussi vite. Je ne connaissais pas la phrase de Braudel, mais je la trouve très jolie. Elle est belle, et je la médite souvent. Oui, alors pour élargir un peu à la scène politique française, à la classe politique française de manière générale, et pas seulement se contenter de la réaction d'Emmanuel Macron, vous avez vu que dans la classe politique nationale, il y a eu un certain nombre de réactions très critiques à l'intervention américaine. Jean-Luc Mélenchon, ça n'étonnera personne. Marine Le Pen aussi, Olivier Faure. Alors Gabriel Attal, lui, a été un peu plus compréhensif. Est-ce que vous pensez que la position d'Emmanuel Macron aussi a évolué par rapport aux réactions à l'intérieur du pays lui-même, dans la classe politique, ou est-ce que c'est plus les réactions des autres chefs d'État européens qui l'ont amené à faire évoluer sa position et ses déclarations ? Marie-Christine Monnoyer.
Moi, je ne pense pas que les réactions des hommes politiques nationaux aient eu un impact, une influence. De toute façon, elles étaient pratiquement logiques. On n'aurait pas vu M. Mélenchon dire les choses autrement. Il était fidèle à lui-même. Voilà, donc elles étaient logiques. Et quelque part, si vous voulez, quand on est dans l'opposition, là, c'est relativement facile. Ouais. Donc je ne crois pas que ça a eu une influence forte. Je pense vraiment beaucoup plus sur l'hypothèse envisagée tout à l'heure. Oui, il me semble qu'en fait, dans cette affaire des réactions, personne ne sort totalement indemne d'ailleurs. Bon, prenons LFI. Les dirigeants de LFI, et Mathilde Panot à la radio il y a peu de temps, ont un mal fou à parler de Maduro comme un dictateur. Oui. C'est-à-dire que ça écorche la bouche. Or, pour eux, c'est même carrément au peuple vénézuélien que les Américains sont surpris. Oui, et pas seulement à Maduro. La difficulté, c'est que le peuple vénézuélien a voté en 2024 et qu'il est fort probable que son vote n'ait pas été reconnu pris en par compte Maduro, comme il aurait dû l'être. Exactement. Donc Maduro, on peut le dire autour de cette table parce que nous n'avons pas de responsabilité politique, mais c'est un dictateur, effectivement. Et LFI est très gêné par cela parce que ça a été longtemps, à l'époque de Chavez, présenté souvent comme un modèle éventuel. Un modèle. Alors, effectivement, c'est gênant pour eux. Si vous prenez les socialistes, le Parti socialiste, il faudrait revenir, et c'est là où les déclarations sont toujours intéressantes à voir, quand Noriega a été exclu du pouvoir par une intervention militaire américaine en 1989. À la fin de 89. Et vous revenez à la réaction de François Mitterrand à l'époque. Et François Mitterrand avait finalement accepté l'idée que les Américains interviennent au Panama pour sortir le général Noriega, et que je sache, à l'époque, la majorité parlementaire du Parti socialiste n'avait pas réagi à la décision du président Mitterrand. Et je serais curieux d'ailleurs aussi de voir comment, alors que normalement c'est une intervention hors du droit international, l'intervention franco-britannique en Libye a été vécue. Par exemple, même ce qui s'était passé au Kosovo, vous savez, à l'époque, oui, on peut aussi revenir là-dessus. Et effectivement, et l'intervention en Irak aussi. Absolument, en 2003. En 2003. Alors, à la différence qu'en 2003, le président Chirac était extrêmement clair. Ça, vous parlez de la position de la Tout France, à fait. effectivement. Mais beaucoup d'autres pays n'avaient rien vu à redire à l'intervention américaine en Irak. Non, tout à fait. Et je pense que les socialistes ont vu l'intervention en Libye, finalement, sans trop protester. Quant aux républicains, les républicains, finalement, sont eux aussi gênés parce que c'est un parti de gouvernement, comme les socialistes. Et quand le président Sarkozy était justement intervenu en Libye, il n'y avait pas eu de réaction hostile de son propre parti, c'est-à-dire aujourd'hui les républicains. Donc en fait, il y a une gêne parce qu'on manie des concepts, le droit international, mais que l'on soit, dis-moi si tu es dans l'opposition ou dans la majorité, dis-moi si tu as l'habitude de gouverner ou pas, et je te dirai presque ce que tu vas dire. Oui, alors on va maintenant s'intéresser à un aspect que Marie-Christine Monnoyer a déjà un petit peu abordé. Est-ce que cet épisode entérine définitivement la fin d'une certaine conception du droit international, en tout cas tel qu'on le concevait jusqu'alors, sachant, comme l'a rappelé Philippe Foreau, qu'il a déjà subi quelques entorses lors des décennies précédentes. Donc est-ce qu'on assiste au retour assumé des rapports de force et à la constitution de ce qu'on peut appeler des blocs civilisationnels? Alors je ne veux pas citer Huntington, mais chacun voit un peu à quoi je fais allusion. Il y a des zones d'influence qui seraient pour certaines sous domination américaine, d'autres sous domination chinoise, et d'autres encore sous domination russe, et ce qui implique une nouvelle donne. Et dans cette nouvelle donne, comment l'Union européenne, d'abord, va pouvoir exister, et est-ce que la voix d'un pays comme la France peut encore avoir du poids? Marie-Christine Monnoyer. Alors, longtemps, on disait la France est une puissance d'équilibre. Alors, sans reciter Fernand Braudel, Fernand Braudel, il me semble qu'il ne faudrait pas dire que le droit international ne jouera plus.
quand on regarde un peu le temps long, on peut penser que les Je veux choses... bien parler d'une certaine conception du droit international. Mais je pense que le droit international va à certains moments réapparaître, et personnellement, évidemment, je le souhaite beaucoup. Ce qui est important, c'est de s'interroger sur la façon dont les autres puissances vont réagir par rapport à cette situation. Est-ce que cela veut dire que cela donne des ailes à la puissance russe? Est-ce que cela donne des ailes à la puissance chinoise? Puisque si on considère que l'Amérique du Sud est une chasse gardée des États-Unis, pourquoi est-ce que l'océan Pacifique, etc., et l'Asie du Sud-Est ne seraient pas la chasse gardée normale de la Chine? Ça, je parlais de blocs civilisationnels, de zones d'influence. On a beaucoup parlé de la doctrine Monroe, là. Que maintenant, on commence à s'amuser à appeler la doctrine Donroe, parce que en prenant la première lettre du prénom Donald. Mais donc, au fond, c'est une question absolument fondamentale. Et cette question, elle est particulièrement fondamentale pour la France, mais en fait pour l'Europe, puisque, quelque part, notre position civilisationnelle est en cause dans cette aventure. Et donc, il me semble que, et tout à l'heure je disais, j'espère que tout le monde réfléchit beaucoup, parce que si l'Europe et la France ne se posent pas la question de sa position et vis-à-vis de son espace qui est celui de l'ensemble de l'Europe, la question du Groenland apparaît immédiatement. Donc, dans les mois qui viennent et les années qui viennent, nous sommes dans cette situation où les groupes civilisationnels vont risquer de se heurter les uns aux autres. Et donc, notre rôle est particulièrement important, puisqu'au fond, si l'Europe est capable de faire entendre sa voix, cela devrait pouvoir faire baisser la voix des autres. Et il me semble que, pour nous, c'est ça qui est fondamental. Oui, sachant que ce qui se passe en Amérique du Sud n'est pas complètement neutre non plus par la France. Je rappelle que nous avons la Guyane en Amérique du Sud, qui d'ailleurs est très voisine du Venezuela. Philippe Foreau. Alors là, la question portait effectivement à la fois sur le droit international et sur la France vis-à-vis du droit international. Mais sur la capacité de la France aussi d'imposer ses vues à un moment donné, en tout cas de les faire valoir. Oui. D'abord, essayons vraiment de revenir en amont sur cette question du droit international. Oui. On peut estimer qu'effectivement, à l'époque moderne, il y a eu une réflexion sur le droit international et certains spécialistes de diplomatie disaient qu'en 1648, le traité de Westphalie établissait finalement un droit international. Les bases de droit international. Mais rappelons aussi qu'en 1681, Sa Majesté Louis XIV annexe sans coup férir Strasbourg, en défiant le droit international de l'époque. Et il fait de même avec le Luxembourg 3 ans plus tard. Rappelons aussi que le droit international, au XIXe siècle, a essayé de trouver un équilibre avec le Congrès de Vienne. Le Congrès de Vienne, c'était finalement un rassemblement de grandes puissances qui étaient les gendarmes de l'Europe et auquel la France a participé. En 1823, elle fait une expédition en Espagne pour établir le roi légitime Ferdinand VII. Et puis ensuite, vous avez cette politique des congrès qui, au cours du XIXe siècle, à Paris en 1856, à Berlin en 1878, essaye de créer un ordre international. Bon. Si on prend maintenant la période contemporaine et la question de la France, laissons de côté l'entre-deux-guerres, qui a été un échec pour la Société des Nations, et où la France, qui défendait la Société des Nations, celle-ci s'est effondrée sous les coups de la guerre d'Éthiopie, de l'Italie fasciste, ou des coups de force des dirigeants du Troisième Reich. L'ONU, en 1945, c'est vrai que, si on reprend l'expression de Charles de Gaulle, est-ce un machin ? Ce qui est vrai, c'est qu'avec l'ONU, on estime qu'il y a peut-être un début d'ordre international. Seulement, avec le droit de veto, dont la France a usé également, dès qu'on lui parlait Algérie, par exemple, après 1955, la France opposait
un veto à l'ONU en disant l'affaire algérienne est une affaire intérieure française, qu'il ne s'agit pas d'internationaliser. C'était des départements français. Et donc, en fait, l'ONU, finalement, c'est aussi, aujourd'hui, à mon avis, une remise en cause. D'ailleurs, aujourd'hui, on a appris que le gouvernement américain avait décidé de se retirer d'une 60aine de conventions, d'associations liées en partie seulement à l'ONU. Alors, la voix de la France aujourd'hui, je dirais que j'ai le sentiment qu'il va y avoir une remise en cause fondamentale des relations avec peut-être les États-Unis. Parce que dans ces espaces de civilisation, on pensait que la démocratie américaine et que les démocraties européennes avaient leurs tensions, mais qu'elles pouvaient vivre ensemble. Je crois que ça n'est pas forcément évident. Et que, ce que n'a jamais cru De Gaulle, par exemple. Oui, tout à fait. Mais le général De Gaulle pensait que... Et quelqu'un comme, permettez-moi, je finis là-dessus, Raymond Aron. Aron publie en 1972... Qu'on devrait beaucoup relire aujourd'hui. Absolument. Un livre qui s'appelle « République impériale ». La politique étrangère des États-Unis, 1945-1972. Et il montre que c'est une république impériale qui essaye finalement de gérer un peu depuis 1945 les affaires du monde, pas seule, mais quand même avec un poids décisif. Et Raymond Aron parle d'impérialisme à propos de l'Amérique latine. Il dit, dans l'Amérique latine, les États-Unis ne sont pas une puissance impériale qui gère un peu les affaires, c'est carrément une puissance impérialiste, d'où par exemple le fait qu'elle intervient à Cuba à l'époque de Kennedy pour essayer de renverser Fidel Castro avec un échec cuisant. Mais la France, sur la question de Cuba par exemple, de Fidel Castro, n'a pas réagi particulièrement à la baie des cochons. Elle a réagi seulement au moment de la crise des fusées. La crise des fusées. Mais la situation était très différente. Ah, bien sûr, oui. Mais les équilibres étaient différents. Vous aviez le bloc de l'Est. Oui. Voilà. Vous aviez le bloc de l'Est. Mais la voix de la France aujourd'hui, je dirais, et la voix de l'Europe doit être véritablement réfléchie, parce que quand il y aura l'affaire du Groenland, si nous laissons effectivement le Danemark, la France, que dira-t-elle à ce moment-là ? J'allais y venir, parce que Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens disent bien aujourd'hui, si les Russes attaquent, je ne sais pas, la Finlande, un des pays baltes, nous interviendrons. Si demain, les États-Unis, alors je ne sais pas de quelle manière, il faut savoir qu'ils ont déjà une base, je le rappelle, ils ont une base au Groenland. Donc ce ne serait pas mettre le pied sur un territoire où... Ils n'ont que 150 hommes. Voilà. Oui, mais enfin, ils ont déjà une base. Mais à un moment, ils avaient beaucoup plus, puisque pendant la guerre froide, si on va au bout de la logique que défendent aujourd'hui Emmanuel Macron et, je sais pas, Starmer et Merz, nous interviendrons si les Russes mettent un pied en Finlande ou dans un des pays baltes. Si les Américains mettent un pied au Groenland pour s'approprier cette terre, logiquement, on devrait réagir aussi. Marie-Christine Monnoyer. Alors, moi, il me semble qu'il ne faut pas attendre... Le Danemark est dans l'OTAN. Bien évidemment. Preuve du contraire. Il ne faut pas attendre que les Américains décident d'envoyer davantage de troupes sur leur base groenlandaise. Il faut y aller avant. Il faut se souvenir que nous sommes au Groenland dans un élément, c'est même assez original, c'est un territoire européen d'outre-mer. La définition précise du statut actuel du Groenland. Il faut donc que la présence européenne au Groenland se matérialise... Par l'envoi de troupes ? Par l'envoi de la capacité de déploiement rapide. Il faut que nous ayons sur place une base européenne qui soit là. Parce qu'au fond, lorsque Trump... Vous avez dit qu'il ne faut pas parler trop de Trump. Mais lorsque... Non, on peut en parler, bien sûr, mais je ne veux pas qu'on fasse toute l'émission sur Trump. Lorsque le président américain parle du Groenland, il parle en fait de sauvegarde et d'attention à la sécurité américaine. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est le sous-sol. Mais c'est ça qu'il veut chercher. Il ne le dit pas. Si je puis me permettre, on sait que le Groenland est un enjeu depuis des années
et qu'il était évident qu'un jour ou l'autre, ou les Russes, ou les Américains, ou je ne sais pas qui, allaient essayer de s'approprier. Donc c'est pas vraiment une surprise, ça. Ce n'est pas une surprise, Bon. mais Trump, lui, il aura beaucoup moins les choses que pourraient le faire des présidents démocrates ou autres. Mais enfin, on sait que c'est un enjeu depuis longtemps. c'est un enjeu depuis longtemps. Et puisque désormais, il est question que cet enjeu se matérialise, il faut que nous sommes en Europe et que donc dans ces conditions, il y ait une présence militaire européenne au Groenland. Si on attend qu'il y arrive, ben, on est mort. Oui, alors hier, un de ces généraux qu'on voit sur les plateaux de télévision, notamment LCI, le général Richoux, lui, il a estimé, il vous rejoint, hein, ou vous le rejoignez plutôt, que les Européens devaient envoyer des troupes au Groenland en cas de signe, hein, c'est le mot qu'il employait, de l'imminence d'une attaque américaine, il parle d'attaque. Moi, éventuellement, je pense qu'il faudrait se battre contre les Américains, parce que s'ils nous attaquent sur un territoire allié, à ce moment, il faut qu'ils passent pour les crapules historiques. Je reprends Oui, mais il ne s'agit pas forcément de se battre, il s'agit d'être présent. Oui, bien C'est pas sûr, tout à fait mais- pareil, parce qu'au fond, si nous sommes présents, le rapport de force change. Et donc, dans ces conditions, il n'y a pas forcément de bataille. Il y a des forces qui sont en présence et qui mettent en évidence que nous sommes en Europe et que les Européens sont présents sur un territoire européen, comme sur un territoire européen, on peut imaginer qu'il y ait des bases américaines. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose s'il n'y a que des bases américaines et pas de bases européennes. Alors Philippe Foreau, est-ce qu'on va se retrouver bientôt avec un front ouvert à l'est avec les Russes, un front ouvert à l'ouest au Groenland avec les Américains? Alors, il est vrai Je que fais le scénario catastrophe. oui, s'il y a une crise majeure à propos du Groenland, ce sera effectivement d'une autre mesure, parce que ce sera entre membres de l'OTAN. Et donc, Ça, personne n'avait vu venir, ça. Ça signifierait qu'entre alliés, on peut faire des coups durs et éventuellement envoyer même une force militaire. Alors, il me semble tout de même qu'il faut peut-être prendre en compte aussi la réaction aux États-Unis. Je ne suis pas persuadé quand même que le président Trump puisse faire à des alliés n'importe quoi. Est-ce que, d'abord, en novembre prochain, alors évidemment, Il y a les midterms. il y a les midterms. Et s'il perd le Des Congrès... élections de mi-mandat aux Voilà. États-Unis, je traduis pour ceux qui Oui. ne sont pas Et familiers avec ce s'il vocabulaire. y a un changement au Congrès, ce sera quand même un obstacle sévère. Oui, parce Autre qu'aujourd'hui, élément, il y a majorité républicaine. Oui. Hein, rappelons-le. autre élément, là aussi, je n'ai pas d'informations particulières, je pose une question. Est-ce qu'au sein des forces armées américaines, on accepte facilement que les alliés soient ainsi piétinés? Parce qu'à terme, les États-Unis peuvent aussi y perdre, finalement. S'ils perdent des alliés, y compris européens, ça peut être gênant. L'opinion publique... par exemple, la base électorale de Donald Trump, c'est quand même des isolationnistes. Est-ce que ça veut dire donc que des faucons... C'est ce qu'il avait vendu lui-même. Voilà. D'ailleurs, hein. Est-ce que des faucons seraient plus forts que les isolationnistes? Si on commence à envoyer des troupes un peu partout dans le monde, ça risque d'être mal vécu au sein même de son opinion D'autant publique. plus que Trump avait annoncé plus de guerre. Avec moi, vous n'aurez plus de guerre. Et oui. Des interventions éclairs comme celle-ci là au Venezuela, bon apparemment ça il est prêt à le faire, déclencher une guerre quelque part, ça n'a pas l'air d'être ce qu'il souhaite. Non, En tout bien cas, sûr. c'est pas ce qu'il a vendu à ses électeurs. Bien sûr. Et donc, il faut prendre en compte peut-être les réactions aux États-Unis. Quant à la France et à l'Europe, alors effectivement, l'idée de montrer vraiment de la fermeté, peut-être que tôt ou tard, il faudra parler clairement, effectivement, et dire ces vérités peut-être à Washington. Parce que attaquer un territoire d'un allié, c'est quand même un acte, je dirais, de défiance et de superpuissance extraordinaire. Et c'est vrai que là, l'Europe jouerait effectivement très gros. Alors, si le prétexte, c'est vous vous sentez en insécurité au Groenland, etc., mais ne vous inquiétez pas, nous, vos alliés, nous allons envoyer effectivement... Moi, je trouve que c'est une position qui est troupes intéressante. pour défendre le Groenland. Est-ce que les Européens auront la colonne vertébrale pour le faire? Je n'en sais Est-ce rien. qu'ils sont tous d'accord entre eux aussi? Oui, oui. C'est ça, Oui, c'est- mais c'est ils l'autre disposent question. d'un outil
qui existe, qui est cette capacité de déploiement, qui, en fait, tous les ans réalise des opérations. Il y en a encore eu une cet été entre la France et les Pays-Bas. Il y en avait eu une au printemps, une autre, pour tester la capacité de cette structure à agir en commun avec des avions qui sont différents, des hélicos qui sont différents, etc. On peut jouer à malin et demi et dire c'est vrai que le Groenland est une région qui pourrait être l'objet d'attaques, de convoitises de la part d'autres. Elle l'est déjà. On le sait bien, et donc on est présent. Si présent. Ce n'est pas les Américains, ce sera les Russes tôt ou tard. Ça, et donc dans ces conditions, ce serait, à mon avis, une aide vis-à-vis justement des oppositions, soit des oppositions démocrates, soit aussi j'ai envie de dire de la rue, enfin du commun des Américains, qui doit avoir l'impression que le président les emmène dans des voies auxquelles il n'avait jamais pensé. Alors avant l'intervention au Venezuela, il y avait eu, je crois, un sondage dans l'opinion américaine qui montrait que seulement 30% des Américains soutenaient une opération de ce genre. Bon, Trump il prenait un gros risque quand même, parce que si ça avait échoué, imaginez, à un mois des midterms, c'est ça, on est à peu près un mois et demi, les conséquences que ça aurait pu avoir pour lui. On est à c'est en novembre. C'est en novembre, c'est pas tout de suite. Les c'est plus tard. Donc, oui, c'est en plus novembre. tard. Non, c'est plus tard. Donc c'est dans plus de 6 mois. Oui, Mais bon, l'enjeu est tout de même là. Effectivement, il a pris un gros risque. Est-ce qu'il est prêt à en prendre encore un autre au Groenland? On peut quand même se poser la question. Est-ce qu'il irait jusque-là? Ce qui me semble, c'est qu'il ouvre finalement toute une série de crises internationales ou entre guillemets de fronts. Mais pour l'instant, regardez, l'Ukraine, qui devait être résolue en quelques jours, ne l'est pas encore. Gaza, pour l'instant, on en est encore à s'interroger sur la force internationale qui doit être déployée à Gaza. L'Espagne, aujourd'hui, a fait savoir qu'elle était prête à envoyer des troupes à Gaza. Tiens. Et puis, au Venezuela, jusqu'à preuve du contraire, Maduro a été arrêté. On peut éventuellement s'en réjouir, mais c'est la vice-présidente qui est présidente. Donc le régime... Les Américains ont dit que le régime ne change pas. Ils ne voulaient pas toucher au régime. Voilà, bon. Mais enfin, alors à quoi ça sert ? C'est-à-dire qu'effectivement, si vous enlevez Maduro... Ça sert à juger un narcotrafiquant, disent-ils. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, il ouvre toute une série de crises, mais pour l'instant, absolument aucune n'est véritablement résolue. Alors pour revenir à la France et pour revenir à ce que disait et souhaitait Marie-Christine Monnoyer, est-ce que l'évolution de la situation internationale avec ce nouvel épisode au Venezuela est une raison de plus pour réarmer notre pays, notre armée parce que c'est ça la conséquence. Si on va envoyer des troupes, s'il faut envoyer des troupes bientôt à l'Est et bientôt au Groenland, il va falloir les trouver quelque part. Marie-Christine Monnoyer. Alors, de toute façon, je crois que les décisions en cette matière sont pratiquement déjà prises. On a déjà, même si le budget n'est pas encore voté, la loi de programmation militaire, elle est prête. Et donc, on va augmenter en particulier la production d'armes et les équipements d'armes. Donc, ceci n'est pas une nouveauté. Et la capacité... Non, mais ça ne fait que confirmer. Oui, ça ne fait que confirmer. C'est aujourd'hui une nécessité. À mon avis, c'est une nécessité. Il faut avoir la capacité de se projeter. Parce que, là, la capacité, aujourd'hui, nous ne les avons plus, ces capacités-là. La capacité de déploiement rapide, elle a été décidée en 2021. Au niveau européen, vous voulez dire? Au niveau européen. Oui. Et en fait, actuellement, elle est opérationnelle depuis le début de l'année 2024. Donc, évidemment, c'est tout petit, c'est 5000 hommes. Mais il n'empêche que c'est déjà... Pour ça, je me demande si c'est suffisant. Et moi, je pense que justement... Bon, après, c'est un casus belli. Si on envoie des troupes là-bas et que les Américains, le sachant, essayent quand même de préempter le Groenland, là, on serait clairement dans une attaque et une espèce de déclaration de guerre, tout de même. Moi, je pense qu'il y a des façons d'agir qui peuvent être... On peut faire de la confrontation pacifique. Oui, non, mais ça veut dire on est prêt à faire front. C'est ça que ça veut dire. Donc, est-ce que vous êtes prêts à aller jusque-là, messieurs les Américains? Philippe Foreau. Il me semble de toute manière que c'est l'ensemble de l'Europe qui est en train de réarmer. Oui. Hormis, je crois, le gouvernement espagnol qui, pour l'instant,
ne veut pas dépasser les 2% de son budget Tous les pour autres les forces armées, que vous preniez effectivement l'Allemagne, Oui. la Pologne. Alors me direz-vous, la Pologne est directement La au Pologne contact, sont en contact fait direct. fait très mais fort. les pays baltes, Les pays baltes aussi. les pays nordiques, une Finlande et une Suède qui souhaitent rentrer dans l'OTAN, c'est quand même une nouveauté internationale. Oui, Bon, oui. Et la France, disons en tout cas les grands partis de gouvernement sont assez d'accord sur l'idée qu'il faut effectivement peut-être envisager une défense plus forte, d'autant plus qu'on n'est pas sûr que les États-Unis, effectivement, Viendraient soient nous défendre. Mais continuellement... on peut même en douter. Oui, ce que... Cela dit, on pouvait peut-être en douter aussi avant, mais là... Oui, bon. mais Charles de Gaulle, dans les années 60, disait qu'il n'est pas évident que les États-Unis soient éternellement en soutien militaire des Européens. Oui. On va en rester là sur ce premier sujet. On pourrait évidemment prolonger la discussion, mais maintenant, on va attendre la suite. On va voir ce qui va se passer au Venezuela, sans parler de ce qui pourrait se passer au Groenland. Dans l'immédiat, pause dans cette émission. Petite virgule musicale d'une vingtaine de secondes avant de nous retrouver tous les trois pour un autre sujet et un autre débat. À tout de suite. La mêlée de l'info, Éric Dupry. Nous revoici, je suis toujours avec mes deux invités, Marie-Christine Monnoyer et Philippe Foreau. Les tensions auxquelles notre pays est confronté depuis le début de l'année ne concernent pas que l'intervention américaine au Venezuela. Elles sont aussi très fortes en Europe en raison de la signature imminente de cet accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. L'Italie, initialement prête à s'allier à la France pour contester cette signature, semble maintenant bien décidée à paraffer ce document après l'annonce par la présidente de la Commission européenne d'une rallonge budgétaire dans la future politique agricole commune de l'Union, 45 milliards d'euros étant débloqués de façon anticipée pour ce faire dès 2028. Une volte-face qui isole notre pays dans sa volonté de faire réviser les termes de l'accord, notamment la partie concernant la production de viande bovine, bien que Benjamin Haddad, notre ministre délégué chargé de l'Europe, ait déclaré que le compte n'y est pas et que la France allait continuer à se battre pour obtenir des améliorations et protéger nos éleveurs bovins. Est-ce que vous craignez que l'affaire soit désormais entendue à notre détriment et qu'à partir de là, la gronde et la mobilisation des agriculteurs repartent de plus belle dans notre pays, comme ce fut le cas ce jeudi à Paris? Philippe Foreau. Alors, là encore, difficile de prédire véritablement l'avenir, mais tout de même quelques remarques. Ça fait 25 ans que les négociations ont commencé, donc ce n'est pas très récent. Vous parlez du Mercosur. Du Mercosur, pardon. Et j'ai l'impression qu'on se réveille à la fin de la fête. Enfin, ça fait 25 ans que ça négocie, des éléments qui ne sont pas que l'agriculture, et tout d'un coup, l'histoire semble un peu accélérée. Or, depuis 25 ans, les actuels républicains, les centristes, les socialistes ont été au pouvoir. Et ça a commencé, si je ne me trompe pas, à l'époque où Lionel Jospin et Jacques Chirac étaient les deux têtes de l'exécutif. Oui, vers 2000. Voilà, et donc effectivement, il y a quand même, c'est de longue haleine. Ensuite, alors... je ne vais peut-être pas me faire que des amis, éventuellement, parmi nos auditeurs, mais je ne parlerai pas des agriculteurs hostiles au Mercosur, parce que je pense que l'affaire est plus compliquée. Je serais curieux d'entendre, par exemple, et je les ai entendus d'ailleurs dans des conversations privées, des viticulteurs. Les viticulteurs ne sont pas hostiles à l'accord avec... On a déjà abordé effectivement cet aspect de l'accord dans cette émission. Les viticulteurs... Les producteurs laitiers non plus. Les producteurs laitiers non plus, les fromagers, etc. C'est que je ne crois pas que ce soit l'ensemble du monde agricole. Et c'est pour ça que j'ai bien parlé des producteurs de viande bovine. Des producteurs de viande bovine. En fait, je pense que l'affaire est beaucoup plus complexe quand tous les agriculteurs ne sont pas... hostiles à l'idée d'une entente avec l'Amérique latine. Bon. Autre élément, je me demande s'il n'y a pas un peu de démagogie d'une partie de nos représentants syndicaux et même politiques qui soufflent sur une braise
que je peux comprendre, effectivement, sans doute qu'il y a une inquiétude réelle de certains de nos producteurs, mais je pense aussi qu'il y a un jeu de pouvoir au sein du syndicalisme agricole et que ce soit la coordination rurale ou la confédération rurale, paysanne, ont tendance finalement à faire monter les enchères parce que je pense qu'il y a dans les années qui viennent, il y aura une lutte de pouvoir au sein du syndicalisme agricole. Et nos politiques, de ce point de vue, finalement, soufflent aussi sur des braises qui, après tout, ont été allumées il y a maintenant un quart de siècle. Et enfin, dernière remarque que je voudrais faire, il me semble que les consommateurs français, nos réactions face à cela, c'est de faire attention nous-mêmes à ce que nous achetons. Et je dirais à titre personnel, quand je vais chez mon boucher, petit commerçant, enfin un boucher charcutier que tout le monde, où tout le monde va, je fais attention à la viande que j'achète. Je ne suis pas obligé d'acheter dans quelque temps la viande brésilienne. Je ferai attention à ce que ce soit de l'Aubrac, de la Limousine, de la blonde d'Aquitaine, etc. Je pense qu'il faut avoir aussi un réflexe de défense de nos producteurs en achetant dans des circuits courts des viandes de qualité. C'est à nous aussi à nous prendre un peu en main, me semble-t-il. Et pas seulement attendre de rejeter tout un accord qui, depuis 25 ans, existe, parce que finalement, je ne suis pas sûr qu'à terme, on y soit véritablement gagnant. Marie-Christine Monnoyer. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et j'ai même envie d'aller encore plus loin, parce que, au fond, c'est très facile pour certains politiques aujourd'hui, pour certains syndicats aujourd'hui, de faire comme si la catastrophe du Mercosur allait être générale, globale et extrêmement lourde pour l'ensemble du pays. D'autant plus que, comme on le disait, ça fait 25 ans qu'on y réfléchit. Et en 25 ans, beaucoup de choses ont changé, en particulier dans les méthodes d'élevage, mais pas que. Et donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été prévenu. Et il me semble que c'est... Bon, là, on vient d'annoncer que le président de la République allait s'opposer, enfin, ne signerait pas vendredi. Depuis le début. Oui, mais enfin bon... il a dit que... Malheureusement, depuis que l'Italie s'est retirée, semble-t-il, du jeu, que Emmanuel Macron signe ou pas, ça risque malheureusement pour nos producteurs bovins de ne pas changer grand-chose. Alors, ce qui me paraît étonnant, c'est qu'au fond, puisque le Mercosur, puisque l'accord avec les pays d'Amérique latine présente un certain nombre d'avantages, et on l'a rappelé tout à l'heure, même dans le monde agricole, mais aussi dans le monde industriel. Au fond, n'aurions pas pu dire, eh bien, cela a un certain nombre d'inconvénients parce qu'il va être difficile de contrôler, parce que, etc. Nous ne pourrions pas aider ceux qui vont souffrir au plus et bénéficier de tout le reste. Et, au fond, c'est une position qui est presque étonnante. Dans un accord multisectoriel, dans un accord multi-pays, forcément, il y a des gagnants et des perdants. Et donc, dans ces conditions, il faut aider ceux qui se considèrent comme perdants pour qu'on puisse faire en sorte que le maximum d'avantages soit tiré de cela. D'autant plus qu'aujourd'hui, la situation des échanges internationaux a encore évolué par rapport à il y a un an, dans la mesure où les droits de douane que nous connaissons, que la position de la Chine que nous connaissons, fait que pour un grand nombre de producteurs français, tous secteurs confondus, les marchés d'Amérique du Sud constituent un intérêt, des besoins, des débouchés que nous ne pouvons pas ignorer. Et que, en plus, il paraît évident que, quelque part, tout le monde a intérêt à ce que les normes qui sont appliquées en France ou les façons de produire qui sont appliquées en Europe s'étendent assez rapidement
aux pays avec lesquels Vous y nous croyez voulons à ça? travailler. Vous pensez qu'on va pouvoir imposer nos normes aux pays d'Amérique du Sud? Entre imposer les normes et se rendre compte que certaines sont catastrophiques, comme la déforestation qui est liée à certaines formes d'élevage, c'est pas uniquement une norme, c'est qu'il y a effectivement un besoin. Et Des conséquences. Et qu'on ne peut pas s'amuser à continuer à défricher la forêt amazonienne sans que les habitants de cette région-là ne soient pas impactés par cette situation. Donc au fond, quelque part, on a tous intérêt à voir monter en puissance certaines règles, certaines us et éviter les abus qui ont été lancés. Alors ce que dit Marie-Christine Monnoyer, et je traduis un peu, c'est que, en gros, vous dites que nos dirigeants manquent de courage et qu'ils ne sont pas capables de dire à certains de nos citoyens... Et ils manquent de savoir-faire. Non, mais à certains de nos citoyens, cet accord, finalement, le pays, globalement, est gagnant. Et effectivement, les producteurs de viande bovine, eux, vont être perdants. Eh bien, on est prêt à les sacrifier. Est-ce que c'est ça qu'il faut leur dire? Non, c'est pas sacrifier. C'est un petit peu quand même. En tout cas, c'est comme ça que le vivent. Oui, eux, ils le vivent comme ça. Le vivent comme ça. Mais parce qu'on n'a pas... On leur a mal expliqué, vous croyez? Non, parce qu'on n'a pas envisagé de les aider. Et là, la différence est grande. Donc, il faudrait débloquer des fonds pour que, en gros, ils continuent à faire leur travail à perte. Et on va vous mettre sous perfusion pour vous continuer à produire de la viande qui sera vendue. Bon, je ne sais pas si on peut tenir ce discours-là, moi. Mais je crois qu'en fait, ce n'est pas, me semble-t-il, enfin, au regard de ce que nous pouvons lire, entendre ou regarder sur nos écrans, ça n'est pas que la question de la production de viande bovine. Il se trouve qu'il y a aussi la question de la réglementation qui est jugée beaucoup trop tatillonne et extrêmement pénible. Il y a aussi par les éleveurs eux-mêmes cette maladie qui est dont j'ai oublié le nom, mais la dermatose, voilà, qui est en train de frapper les troupeaux. Il y a aussi ce mal-être finalement lié à l'abattage des troupeaux quand il y a des cas de vaches contaminées. Abattage qui a été adopté d'ailleurs en Espagne et en Italie, où on abattait aussi la totalité du troupeau parce que le temps d'incubation de la maladie faisait que de toute manière, abattre des fois une ou deux vaches ne suffisait pas. Sauf qu'ils l'ont expliqué beaucoup plus tôt qu'en France et ils ont anticipé les problèmes que ça allait créer. Je suis étonné, mais bon, encore une fois, je peux le dire d'autant plus facilement que je n'ai aucune responsabilité politique, mais je suis étonné effectivement que les grands partis de gouvernement je dirais, joue sur des peurs et n'explique pas plus clairement qu'il y a aussi, dans le Mercosur, des avantages, non seulement pour des aspects non agricoles, mais y compris pour le monde agricole. Et je trouve que dans nos débats, enfin nationaux, pas autour de cette table, on n'explique pas ce qui est aussi bénéfique, y compris pour notre agriculture et une partie de nos producteurs. Alors, c'est un malaise, effectivement, qui touche les milieux de production bovine, mais en fait, je reviens à quelque chose auquel je suis assez attaché. Je vais me répéter, mais je crois que c'est aux Français aussi à prendre en main leur propre production, c'est-à-dire à soutenir véritablement en tant que consommateur, leurs producteurs. Et je crois que c'est à nous d'aider par nos achats, effectivement, ce qui va se faire. Alors, on va me répondre sans doute, le problème, c'est qu'il va y avoir des produits plus bas, peut-être, en prix, et qui seront de moindre qualité. Il y a des citoyens français qui ne peuvent pas acheter de la viande chère et qui ne peuvent pas. J'en suis tout à fait conscient. Mais il faut, si vous voulez, regarder si c'est un accord totalement négatif, alors il aurait fallu le dire bien avant. C'est pour ça que je parle de courage politique. Et je crois malheureusement que nous en manquons un peu. De courage politique et d'explication. Parce qu'au fond, aujourd'hui, j'écoute la radio, je dois dire que je ne regarde pas beaucoup la télévision, mais sur les différentes chaînes que j'écoute de radio, je n'entends que les agriculteurs qui ne sont pas contents. Je n'entends jamais les autres. Et je n'entends pas des hommes politiques dire que on a, avec le Mercosur, une possibilité de développer certains marchés dans le monde agricole et dans les autres, et que ceci est bénéfique pour l'ensemble du pays. Alors,
bon, vous m'avez un petit peu chahuté en me disant, mais est-ce qu'il faut aider financièrement les agriculteurs bovins ? Eh bien, peut-être qu'il faut changer un certain nombre de choses vis-à-vis des agriculteurs bovins, enfin, qui s'occupent de viande bovine. Il faut que chacun d'entre nous, lorsqu'il achète son beefsteak ou lorsqu'il achète sa viande, regarde d'où elle vient. Et c'est un peu facile, me semble-t-il. Au nom de certaines personnes ne peuvent pas acheter de bœuf, de toute façon, ils en achetaient certains, pas aujourd'hui parce qu'il était déjà trop cher. Je ne sais pas si vous pouvez citer le prix du filet de bœuf ou le prix du beefsteak. Moi, je peux. Si, ouais, Eh bien, nous pouvons tous les trois. Mais après, en fait, il y a des gens qui ne mangent pas de viande. Ça, mais de toute façon, c'est très cher. Hein. Je confirme, et donc, c'est très cher. Et c'est de plus en plus cher. Et donc, dans ces conditions, ça fait déjà un moment qu'on s'est posé la question d'acheter du bœuf ou de ne pas acheter du bœuf. Hein. Il y a les conséquences sur l'environnement aussi. Hein. Bon. Absolument. Donc, dire les pauvres agriculteurs vont être massacrés à cause du Mercosur, franchement, c'est prendre les citoyens pour des bénets. Alors, Philippe Rollesi. Et n'oublions pas non plus qu'une très grande partie de nos agriculteurs, et c'est heureux parce qu'il faut les soutenir, bénéficient des aides de l'État et des aides de la PAC. Oui. C'est-à-dire que taper aussi continuellement sur l'Europe, alors qu'une grande partie de l'argent une grande partie de l'argent qui permet à une partie de notre agriculture de fonctionner vient quand même de cette Europe qui fait vivre aussi. Donc c'est une agriculture qui bénéficie d'aides financières tout de même. Alors on se dirige, semble-t-il, vers une signature de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Maintenant que l'Italie a dit nous allons signer, ça pourrait se faire même dès lundi. Quelles conséquences peut-on imaginer après ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris? Ils sont même allés devant l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'on se retrouve encore avec un pays bloqué là, dès le début de l'année, avec des manifestations qui bloquent les routes, qui éventuellement bloquent les rues, et puis on ne sait pas ce que ça pourrait donner derrière, dans un pays qui n'a toujours pas de budget et qui peut-être n'aura plus de gouvernement dans quelques semaines. Oui, j'entendais Bruno Retailleau dire tout à l'heure qu'on irait peut-être vers une censure. Enfin, je rappelle quand même que depuis qu'on a débuté les négociations sur le Mercosur, son parti a été très régulièrement au pouvoir. Et que donc, oui, depuis 25 ans, vous voulez dire. Oui, depuis 25 ans. Et que donc, je pense qu'il y a une partie de démagogie. Et alors évidemment, je le dis facilement parce que je n'ai aucune responsabilité politique. Mais depuis 25 ans, ça a commencé sous Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy est de la même famille politique. François Hollande ensuite. Et ainsi de suite. Non, mais je dirais qu'il y a maintenant... alors effectivement, les élections municipales approchent. L'année prochaine, je sais bien qu'il y aura des élections pour l'Élysée, et donc il n'est pas impossible de penser qu'il peut y avoir un peu de démagogie éventuellement. Moi, je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'il y a de la démagogie, et je suis triste de cela, parce que je trouve que la question est trop importante, trop complexe, parce qu'elle est complexe, et que donc l'absence d'explication, le jeu qui consiste à dire « je suis contre », etc., alors qu'en fait je n'ai rien dit quand j'étais au pouvoir, franchement c'est extrêmement triste, et en plus c'est inquiétant. C'est inquiétant pour la capacité des assemblées nationales, je dis des parce qu'il y en aura une autre dans quelques années, à trouver des positions qui soient respectueuses d'une analyse approfondie des traités que nous avons à signer, des relations internationales que nous avons à mettre en place, que ce soit aussi bien pour la question agricole que vous venez d'évoquer que pour celle que nous avons évoquée précédemment. Et ça... quelque part, en début 2026, c'est plein d'incertitudes. Alors nous allons clore ce second débat, même si je crains qu'on reparle très vite de ce sujet à la Mêlée de l'Info, peut-être dès la semaine prochaine. Il nous reste 2 minutes dans cette émission. Alors je vais vous laisser partager avec nos auditeurs vos coups de gueule ou vos coups de cœur du moment, selon la tradition de la Mêlée de l'Info. Marie-Christine Monnoyer, vous avez la parole. Alors moi, j'ai un coup de gueule. J'ai un coup de gueule parce que j'avais vu que passait devant le Sénat hier une proposition socialiste de fonctionnariser les AESH, c'est-à-dire les personnels qui accompagnent les enfants dans les écoles, parce qu'on a décidé, et à mon avis c'est une bonne idée, de développer l'inclusivité des jeunes dans l'école. Alors,
je ne sais pas si l'idée de la fonctionnalisation était la bonne. Ce qui m'agace, c'est qu'au fond, on a décidé, il y a maintenant plusieurs années, de rendre l'école inclusive. Dans ces conditions, il faut bien des personnels pour cela. Ces personnels sont essentiellement des femmes. Elles ont, par définition, pratiquement toujours l'obligation d'avoir un contrat de 25 heures et non pas un contrat de 35. Dans ces conditions, cela veut dire que leur salaire est limité. Et donc, eh bien voilà, on trouve très bien d'avoir du personnel sous-payé, pas la plupart du temps en CDD, mais on s'esbaudit du fait que maintenant on a une école inclusive. Et ça ne m'étonne guère que ce soit sur des personnels féminins que tombe cette opération. Ça, c'était le coup de gueule de Marie-Christine Monnoyer. Alors vous, Philippe Foron, ça a été un coup de gueule ou un coup de cœur? Non, allez, un coup de cœur. C'est pour nous réjouir de la libération de Laurent Vinatier. Oui. Soi-disant espion en Russie. Il avait été arrêté en juin 2024 sous des prétextes complètement fallacieux. Il a fait tout de même 1 an et demi dans les prisons russes, ce qui ne doit pas être extrêmement agréable. On en parlait très peu de lui d'ailleurs. Et oui, et on l'a appris tout à l'heure. Tout à l'heure. Il a été libéré et donc c'est vraiment le coup de cœur. Je lui dis bienvenue au pays parce qu'il a dû vivre des moments difficiles. Laurent Vinatier. Oui, oui. Et on n'a pas du tout su pourquoi ça se passait aujourd'hui et pas dans 6 mois ou dans 3 mois passés. Oui. Eh bien, il reste à espérer que Christophe Glaise, lui qui est toujours dans les geôles algériennes, sera aussi libéré bientôt, parce que lui, il y est aussi depuis plus d'1 an, je crois. Enfin, j'ai plus en tête exactement. On a réussi espérons que ce soit un nouveau coup de cœur. Oui, alors espérons, comme vous dites, que ce soit un nouveau coup de cœur dans les semaines qui viennent, et même si ça pouvait être dans les jours à venir, ce serait encore mieux. Eh bien, cette 214e mêlée de l'info est terminée. Merci beaucoup à tous les deux d'y avoir participé. Merci d'avoir débattu dans les règles avec beaucoup d'à-propos et d'acuité, d'avoir commenté l'actualité. Merci également à Coraline Camebrac qui a réalisé cette émission, toujours avec maestria comme d'habitude. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence. Et je remercie enfin celles et ceux qui étaient à notre écoute aujourd'hui en 2026 comme en 2025. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt.